Bonjour à tous et bienvenue à notre table ronde sur les papas et les papas qui prennent du congé pour s'occuper de leurs enfants, des congés paternité ou parental. On va parler un peu des différences. Et j'ai quatre papas, tous les quatre français avec moi à cette table ronde virtuelle. Je vous les présente dans 2 secondes et avant ça, c'était juste pour vous dire que cette table ronde a lieu à cause de la Journée internationale de l'homme qui a lieu donc le 19 novembre. Et il y a eu quelques mois avant cette journée en France un doublement de la durée du congé paternité, donc le congé que les pères peuvent prendre à la naissance d'un enfant, et on va en parler de ça, et aussi de l'expérience suédoise. Donc on a quatre papas qui sont tous les quatre français. Deux habitent en France et deux habitent en Suède. Tous les quatre ont pris à un moment donné ou sont en train de prendre un congé de paternité. Et ils sont donc là pour témoigner la même nationalité, deux cultures, deux expériences différentes. Moi-même, je me présente, je suis Jürgen Hecker, je suis journaliste et régulièrement modérateur de tables rondes comme celle-ci. J'habite à Paris, j'ai habité au début des années 2000, 4 ans en Suède. Mon dernier enfant est né en Suède, donc j'ai l'expérience des deux systèmes, des deux cultures également. Donc j'espère de pouvoir bien comprendre de quoi vous parlez. On a appelé cette table ronde Papa au rendez-vous. Donc, vous êtes ici en rendez-vous avec moi, mais vous avez aussi été au rendez-vous pour un défi que tous les papas ne relèvent pas aujourd'hui. Et on va entendre, je pense, pendant notre discussion, à quel point ce sujet-là est proche des préoccupations des Suédoises, comme beaucoup des Suédois, comme beaucoup de thèmes de société. Et en préparant cette réunion avec vous, cette table ronde, je me suis rendu compte que ça a l'air un sujet relativement contenu, peut-être pas si important que ça, mais dès on creuse un tout petit peu, on va voir, je pense, j'en suis sûr que en fait c'est un thème qui touche à tout un tas de choses, aux égalités ou inégalités entre hommes et femmes, à la vision d'une société, à la masculinité, au monde du travail, à l'organisation dans nos pays. Et je pense qu'on va parler par ce biais de tous ces thèmes. Donc, je voudrais vous demander de vous présenter à tour de rôle, s'il vous plaît. Didier, commencez. Bonjour, merci de votre invitation. Didier, j'habite Nantes. Je suis un papa assez vieux puisque mes expériences de congé datent de 1988 et 1991 et après 1992 de manière un peu particulière avec une organisation suite à une séparation dont je reparlerai. Je dirais une seule chose, c'est que cette question de congé paternité est pour moi centrale sur la question de l'égalité femmes-hommes. Très intéressant. Donc, c'est ça ce que vous en retenez en une phrase comme leçon de vos 3 congés? Non, je pense qu'il y a aussi Après, des éléments sur les questions. pour la conclusion la plus importante, après, on va avoir l'occasion d'élaborer. Ouais, je pense, ouais. OK. Dominique, bonjour. Oui, bonjour. J'habite en France, à Grenoble, et j'ai eu 4 enfants assez rapprochés, 4 filles en 4 ans et demi, donc 1 an et demi entre chaque. Et après la troisième, je me suis arrêté parental, la formule française, pendant 2 ans et demi. Donc pendant ma présence à la maison a eu lieu le congé maternité pour la 4e fille. Voilà. D'accord. Et s'il fallait, Dominique, s'il fallait en tirer une conclusion qui peut-être prime sur tout, ça serait quoi? Ça a été fondamental pour moi. Ça a été une période formidable de plaisir, d'amour. Voilà. Super, super, très très bien. Ok, Maxime, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Maxime Krumlacker et je suis français. J'habite à Stockholm depuis 6 ou 7 ans maintenant et je suis père de 2 enfants.
Ma fille a 3 ans et demi et actuellement, je suis d'ailleurs en congé parental à mi-temps pour mon fils qui va avoir 1 an début du mois prochain, début décembre. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a un espèce de résumé de votre expérience déjà, ou est-ce que c'est trop tôt? Oui, oui, enfin, on y reviendra, mais pour moi, c'est un sujet central, en effet, de beaucoup d'initiatives que j'ai pu avoir. C'est pas la raison pour laquelle je suis venu en Suède, hein. Je savais pas, et c'était pas a priori ça, mais effectivement, je pense que c'est vraiment fondamental bon, déjà dans la relation qu'on peut avoir avec sa famille et avec ses enfants, qu'on découvre, qu'on construit, et pour aussi son changement personnel, hein, parce que ça fait des changements et on les voit pas arriver en une seconde. Et c'est aussi dans la société, je pense, hein, vraiment, ça favorise l'égalité et ça fait prendre conscience du boulot que c'est. Donc, il n'y a pas On va revenir d'ambiguïté là. à cela. Donc, d'abord, on va laisser Balthazar se présenter, s'il vous plaît. Bonjour, donc, je m'appelle Balthazar et j'habite à Stockholm, plus précisément à Bagarmossen, dans le sud de la ville. Je suis marié à Louise, qui est suédoise, et nous avons 2 enfants. La première, qui est une fille, qui s'appelle Jeanne, et qui a bientôt 3 ans. Et on vient d'avoir un fils qui s'appelle Hermès, qui a 4 mois. Et donc j'ai été en congé paternité avec Jeanne pendant 8-9 mois. Et je vais être en congé paternité avec Hermès à partir de février jusqu'en août environ. Et un petit résumé, Balthazar, comment ça se passe? Le congé paternité que j'ai déjà vécu, celui avec Jeanne, m'a vraiment installé en fait dans ma paternité et a changé des choses fondamentales dans ma vie professionnelle, par exemple, dont je pourrais parler tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont passées qui sont intéressantes à Je voudrais peut-être entendre de vous quatre, est-ce que vous avez longtemps planifié ce congé ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez réalisé une fois que l'enfant était là ou presque là? Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de votre plan de vie ou est-ce que ça s'est imposé comme une évidence ou pas? Peut-être Balthazar, si vous voulez commencer. L'idée de... On était en Suède depuis 2013, donc quand Jeanne est arrivée, c'était 2018, début 2018. On était là depuis longtemps, enfin quelques temps. Donc, par exemple, en Suède, on a un temps donné qui est environ, je crois, un an et demi. Ça dépend de combien de congés on prend ou pas. Mais je crois que c'était assez naturel de se dire qu'on allait juste partager en deux en fait ce temps-là. Donc c'est entre moi et ma femme. C'est à peu près 430 jours pour la famille et dont chacun des partenaires doit prendre un minimum. Quand j'ai parlé tout à l'heure du doublement du congé de paternité en France, c'est donc passé de 14 à 28 ans. Donc, et ça se compare avec 430 jours en Suède, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. On va en parler. Et ça vous a paru du coup comme une évidence, comme quelque chose qu'il fallait faire, Balthazar? Oui, il y avait quelque chose de naturel d'essayer de diviser ça également. Ensuite, ces différentes périodes, c'est ma femme qui a commencé. C'est principalement parce que donc elle pouvait allaiter en fait au début de la vie de l'enfant. Et qu'ensuite, vers 6-7 mois, c'est possible de nourrir l'enfant sans allaitement. Et puis, donc c'est souvent, c'est une façon assez classique en fait de faire ça ici en Suède. Et puis j'ai vu cette période-là comme une chance, comme la chance de pouvoir passer du temps avec ce nouvel être, ce premier enfant. Oui. Et ouais,
J'étais très heureux de faire ça, comme ça. Maxime, pour vous, c'était une évidence de sauter sur l'occasion parce que les conditions pour prendre ce congé-là sont quand même, on est bien d'accord, bien meilleures et plus faciles en Suède qu'en France. En fait, c'était une évidence parce que ma femme est suédoise et pour elle, c'était une évidence. Donc, j'ai dû suivre l'évidence. Et comme on dit, quand on est à Rome ou à Stockholm, hein, on vit comme les Romains ou les Stockholmois. Oui. Et alors, elle m'a bien perçu, ma femme, peut-être mieux que moi-même, parce qu'elle m'a dit, je ne sais pas comment je vais te retrouver après les 6 premiers mois, parce que j'ai pris 6 mois avec ma fille. À temps plein. Et elle avait raison parce que je sentais bien que ça allait être une période évidemment unique. Et j'appréhendais un peu parce que passer des jours entiers au rythme d'un bébé, enfin, même si ma fille elle avait 8 ou 9 mois, ça restait une petite fille. Ça m'a un peu inquiété en fait parce que je me dis qu'est-ce que je vais faire en fait. Et je me disais, je vais refaire plein de choses à la maison, je vais retaper la baraque et tout. Mais alors, pas du tout. À la fin, j'essayais de faire un effort pour que la cuisine soit rangée et en même temps que je puisse marcher dans le salon parce que c'était chaotique et j'étais fatigué presque tout le temps. Et j'étais un peu en sous-régime, donc les moments où ma fille dormait pas, c'est moi qui, enfin, je m'occupais d'elle. Et puis quand elle dormait, soit c'était dans la poussette, donc je n'étais pas à la maison, soit c'était un moment pour m'allonger ou ranger la cuisine. Donc ça a été une période, disons, un peu difficile quand même. Et j'avoue que enfin, je l'appréhendais. Maintenant, le deuxième congé parental, j'en ai parlé avec ma femme. Donc, pour mon fils, elle a pris le temps qui constitue une durée de 6 mois à minima pour allaiter, etc. Et on s'est mis d'accord qu'on allait travailler tous les deux à 50%. Donc, moi, j'allais pas prendre à 100% parce que je trouvais que c'était un peu rude, en fait. Et elle-même trouvait que la transition de recommencer à travailler à 50% était bonne et équilibrée. Donc, on s'est mis d'accord assez vite. Et là, j'avoue que j'en tire tous les bénéfices parce que je reste un pied un peu dans l'activité. Donc, j'ai une stimulation par ailleurs qui m'est bénéfique parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et par ailleurs, parce que je reste 4 à 5 jours quand même en comptant les week-ends avec mon fils le reste du temps. Donc, ça reste des longues périodes. Et je peux plus ou moins pleinement m'occuper de ça sans être trop perturbé par le reste. Donc, on va en parler un peu plus tout à l'heure quand on parlera des expériences individuelles et même des résumés et des leçons à en tirer. Mais je vois que vous avez déjà un peu changé des choses lors de votre deuxième expérience en vous connaissant mieux. Maintenant, je pense qu'en Suède, on est bien d'accord, c'est devenu extrêmement courant. Même quand moi j'y habitais, je me souviens, il avait un ministre en fonction qui a eu un enfant pendant que j'habitais là et ce monsieur n'a pas voulu prendre son congé paternité minimal et ça a été très très mal vécu en fait dans la presse. Donc c'était un papa, on s'est demandé s'il ne prend pas son congé, est-ce que s'il ne peut pas s'occuper de ses enfants, est-ce qu'il peut s'occuper du pays? C'était la question qui était posée. Je trouvais, ayant vécu en France avant, je trouvais cette réflexion extrêmement intéressante, mais je pense qu'elle est devenue courante. Et peut-être, Didier, vos congés remontent à beaucoup plus longtemps et ça a été en France. Est-ce que c'était une autre paire de manches à l'époque de dire qu'en père, je veux m'occuper de mes enfants en renonçant temporairement à mon travail et à mon rôle traditionnel de père dans la société française encore à cette époque? Oui, en résumé, je dirais oui, même si moi, ma situation est un peu particulière, parce que j'étais à l'époque avec une maman qui était enseignante, donc qui avait elle-même des possibilités d'aménager son temps de travail et de prendre en compte la parentalité. Donc en fait, moi, je n'ai pas pris de congé long. Par contre, il se trouve qu'une des raisons pour lesquelles j'ai été intéressé par cette rencontre, c'est qu'à partir du moment où j'ai été séparé, j'ai fait un choix d'arrêter une partie de mon activité professionnelle pour prendre en charge les enfants à temps plein. Alors, je dirais que ce soit au moment de la naissance ou avant la naissance ou au moment de cette séparation, c'était une vraie décision. C'était une vraie décision d'être à côté de mes enfants. Oui. C'était une vraie décision d'être dans la dernière ligne droite avant l'accouchement et dans les premières lignes droites après l'accouchement, les accouchements.
Oui. Et c'était une vraie décision d'avoir du temps à consacrer, à être avec mes deux enfants, une fille et un fils, au moment de la séparation. Donc, moi, ce qui est rigolo quand je pense à cette expérience, c'est en quoi le fait de prendre un congé en soi n'est pas suffisant sur la question de la paternité, en fait. C'est-à-dire ça ne suffit pas, et c'est un des aspects sur lequel, par rapport aux effets et aux conditions de réussite de l'obligation de ce congé en France, ça me paraît tout aussi important de penser au congé que qu'est-ce que c'est qu'être père, comment on se débrouille, quelle place on prend et jusqu'où on prend une place. Oui, absolument. Mais dites-moi, Didier, quand vous avez pris, vous avez dit c'était dans les années 80 en partie? 80, moi, mes enfants sont nés en 88 et 91. D'accord, donc Avec 80. avec une particularité, c'est que quand nous nous sommes séparés avec la maman de mon fils, le deuxième, Flavian n'avait que 9 mois, donc il était très petit. Et on a même été, du fait de l'histoire familiale, était co-père avec un autre homme sur l'éducation, le grandissement et les phases d'évolution de mon fils. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de monde autour de vous qui faisait pareil, ou est-ce que vous étiez un peu cavalier seul encore à l'époque? Je ne sais pas si nous étions nombreux, mais moi, je me sentais seul. Oui. Non, je suis pas sûr. À l'époque, je vivais en milieu rural en plus, donc je pense que c'est aussi une particularité, c'est qu'il y a une différence entre d'accès aux services, d'accès aux rencontres, qui était totalement différent. J'étais vraiment en milieu rural à cette époque-là. Donc non, c'était un peu un cavalier seul, ouais. Ça a même été une course de longue haleine à certains moments. Et les conditions, juste pour rappel, étaient que votre contrat de travail, votre travail était suspendu, vous aviez une allocation de la sécurité sociale ou de la caisse française qui était dans les 3 000 francs à peu près, 500 euros. En fait, non, moi, c'est pas le choix que j'ai fait, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié avec mon employeur un hyper aménagement de mon temps de travail. Il se trouve que j'avais la possibilité, enfin, mon métier à l'époque, j'étais agent de développement, donc j'avais possibilité d'organiser mon temps de travail de l'époque sur certains jours de la semaine et de mettre à disposition les autres jours de mes enfants. Donc, on était dans une espèce de garde alternée qui ne se connaissait pas à l'époque et qui s'est organisée de manière au niveau de notre couple, quoi, pas dans un contexte réglementaire. Oui, ok. Très bien. Dominique, à quelle année ça remonte vos congés parentaux? À 1982, début 82 jusqu'à la rentrée de septembre 84. Et là, vous étiez bien seul aussi dans votre entourage comme papa? Vous savez, c'était encore l'immédiat après 68. Et oui. On était dans un groupe d'amis avec beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres. Non, je ne peux pas dire que j'étais seul. Peut-être j'étais seul à être à la maison avec les enfants, mais sur le plan du relationnel, c'était une époque formidable. Oui. Voilà. Alors, pour moi, quand on avait 2 enfants, c'était la période pour moi la plus chargée, la plus difficile de ma vie. 2 enfants à plein temps avec les enfants à la crèche. Et on était fatigués. Et on avait envie d'avoir d'autres enfants. Et moi, je trouvais que… Alors, ma femme, leur mère avait un boulot passionnant avec beaucoup de réunions le soir. Et moi, je terminais un boulot, je sentais que c'était la fin, j'avais envie de changer, un boulot difficile. Et j'étais moins pris professionnellement, c'est-à-dire que dès le début, on a partagé le soin des enfants vraiment à moitié-moitié, voire même j'en faisais un peu plus. Et alors, la perspective d'avoir d'autres enfants, je me disais, c'est impossible, enfin, il faut équilibrer les choses. Et donc, petit à petit est venue l'idée, quand elle a été enceinte de la 3e, est venue l'idée que je m'arrêterais, moi, pour m'occuper des enfants. Et moi, quand l'idée est venue, j'ai trouvé ça extraordinaire. Disons, en gros, avec les 2 premières, c'était le plus magnifique que j'avais connu, les enfants, et j'avais l'occasion d'être tout le temps avec. Voilà. Et donc, ça s'est fait comme ça, une opportunité. J'ai eu la suspension du contrat de travail pour m'occuper à partir de la 3e et avec la 4e.
Et moi, je n'ai pas connu même beaucoup de femmes qui se sont occupées seules de 4 enfants de 0 à 4 ans et demi. Voilà. Oui, Donc ouais, bah, écoutez, j'avais l'impression d'être félicitations. quand même original. Oui, tout à fait. Ouais. Balthazar, est-ce qu'en Suède, c'est complètement acquis maintenant quand vous regardez autour de vous, pas seulement dans la communauté française de Stockholm et la Suède, mais est-ce que c'est complètement acquis que les papas prennent le congé prévu, qu'ils partagent ça, qu'il y a à peine de discussion? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Et juste une petite sous-question, il est vrai que la l'égalité salariale, elle est entre hommes et femmes est quasiment acquise en Suède, mais il y a encore un écart. Il est plus petit qu'ailleurs, mais il y a encore un petit écart. Est-ce que parfois les familles décident que celui qui gagne moins, est-ce que c'est souvent encore la femme, va prendre davantage de congés que celui, donc l'homme qui gagne mieux sa vie? C'est difficile à dire, je ne sais pas exactement, mais et dans mon groupe social ou les gens que je connais, oui, il y a une forme qui est urbain, avec un capital culturel assez élevé. Oui, c'est beaucoup ça, il y a une forme d'égalité comme ça qui se gère, qui est installée, mais je pense que la logique implacable de celui qui gagne le plus d'argent va continuer à travailler est encore à l'œuvre, et donc parce que c'est très concret, quoi. Et donc je pense que je pense pas que ça soit partout complètement complet, non. Je pense que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais je pense que culturellement c'est énormément là, et que oui, c'est comme normal, enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais Ouais. après, je connais beaucoup parmi mes amis, les gens proches que je connais, c'est vrai qu'il y a, par exemple, beaucoup d'hommes qui travaillent en indépendant, et donc que eux, ils ont du mal à pouvoir arrêter complètement, parce que s'ils arrêtent, ils perdraient beaucoup de clients, etc. Et donc, Oui, ça oui. amènerait ça. Et donc, c'est vrai que en y pensant, en fait, il y a un souhait d'égalité, mais dans le concret, c'est pas aussi simple. Dans mon cas, c'est ma femme qui gagnait beaucoup plus d'argent que moi, qui travaillait à ce moment-là comme plasticien, artiste. Donc j'étais indépendant, j'avais aussi des commissions de graphisme, etc. Mais donc j'avais peu de revenus, ou alors de façon instable. Donc c'était normal que, enfin, pour moi, c'était mieux de pouvoir m'occuper de ma fille que enfin, je pouvais m'arrêter, donc je le faisais, quoi. Oui. Euh, Maxime, est-ce que vous avez l'impression aussi que c'est banalisé autour de vous, mais peut-être pas encore complètement égal entre hommes et femmes en Suède? que les, L'histoire du congé? euh, Je demandais à Maxime, en fait, ah, l'autre d'accord, j'ai mal Français entendu. donc, en Suède Oui, qui a peut-être une vue un peu élargie sur la question. euh, enfin, si je regarde autour de moi dans la rue, c'est sûr que on voit beaucoup d'hommes avec des poussettes. Et d'ailleurs, ils font l'objet de certains sarcasmes dans certaines cultures, même Ouais. américaines. Ils les Ah oui. appellent les gay nannies, les Américains. Bon, c'est Ah, blague à part. C'est un peu méchant. Et c'est vrai que ça peut, enfin, c'est quelque chose qu'on voit. Hein. C'est très frappant. Et quand on est nous-mêmes le père qui pousse sa poussette, et ben on se oui. dit, ça y est, c'est moi. Mais moi, Bonne compagnie. comment? Vous êtes en bonne compagnie, en tout cas. Il y a Voilà. effectivement un tas de jeunes Alors, hommes. il y a plein d'autres gens. Alors, je crois qu'il y a des gens qui se côtoient. J'ai même cru comprendre qu'il y avait des gens qui avaient comment dire. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense, j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui discutaient entre eux, entre amis, pour savoir quand est-ce qu'ils allaient faire leurs enfants, histoire d'être un peu au même moment, parce que euh, c'est vrai que c'est un moment. Alors, je pense que c'est assez égal en effet quand on regarde autour de soi. Et après, c'est vrai que les chiffres, les statistiques montrent que il y a quand même beaucoup de limites, et donc le salaire est effectivement quelque chose. Si l'homme en moyenne gagne plus, c'est vrai que c'est la personne qui gagne plus, les entrepreneurs, comme disait Balthazar. Et je crois que le gouvernement est d'ailleurs en train de réfléchir à un aménagement pour rendre ça plus accessible en fait aux personnes qui ont moins de facilité à simplement s'arrêter et se mettre en congé parental. Après, c'est vrai que je crois qu'il y a
il y a quand même un mécanisme qui fait que les gens ils ont complètement adhéré à ça et donc certains se retrouvent ensemble. Mais pour ma part, mon expérience a été que je connaissais pas beaucoup de monde qui avait le congé parental au même moment que moi. Et donc j'ai pas trop été avec d'autres. Et c'est vrai que ça peut être un moment de solitude d'une certaine manière dans un milieu qui est pourtant très favorable. Oui, ouais, je peux imaginer. Je me suis un peu demandé, parce que, évidemment, moi j'ai vu de jeunes papas aussi dans la rue de Stockholm. Moi-même, j'en étais un à l'époque. Et est-ce que c'est pas presque trop beau pour être vrai? Parce que j'ai aussi joué au foot avec les hommes suédois dans une équipe de foot faite de journalistes. Et puis après le match, on discutait, on prenait une bière. Et j'ai quand même un peu appris que les hommes qui étaient là, en tout cas, plaçaient volontiers leur congé parental pendant l'été, par exemple, ou la saison de la chasse, ou quelque chose qui était propice à leur hobby, ou l'occasion de voir les amis dehors. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi peut-être très perso dans la démarche, pas que le papa dévoué? Est-ce que vous avez remarqué ça? Je peux dire que oui, je l'ai remarqué, je l'ai fait aussi. Parce que, comment dire, après, en fait, il y a tellement de jours. C'est pas 430, c'est 480 qu'on peut se partager en principe à moitié-moitié. Et on peut se les partager. Donc, il y a un taux plein qu'il faut prendre avant les 4 ans de l'enfant. Et puis ensuite, ça va jusqu'à, je sais plus combien, 8 ans de l'enfant. C'est colossal. Et ça veut dire que, voilà, on peut reprendre le travail et on a encore plein de jours de congé parental qu'il faut prendre. Et donc, forcément, on va les ajouter à nos semaines de congés payés. Donc, si on en a 4 ou 5, eh ben, on va prendre 6 et 7. D'ailleurs, quand moi je vais en France, l'été, souvent, et ma femme fait pareil. Là, pour le coup, je ne sais pas si les hommes profitent plus que ça, c'est possible. Hein. Et je pense que les mères aussi, une fois qu'elles ont passé les 6 premiers mois où l'enfant est beaucoup moins dépendant d'elles, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où on va rajouter ça sur le temps de congé d'été parce que c'est plus sympa. Et en France, quand on y va, les gens nous regardent en nous disant mais vous ne travaillez pas beaucoup, hein, vous êtes quand même tout le temps en congé, combien de semaines vous avez. Enfin, il y a ce type de remarques qu'on peut très bien. Moi, je les comprends, je suis français, mais c'est vrai que c'est difficile à accepter, je crois, quand on n'est pas là-dedans. Ouais. Bon, j'ai quelques questions de votre vécu à vous poser à tous les quatre et répond qui veut. Qu'est-ce que vous avez appris sur vos enfants en passant tellement de temps avec eux? Est-ce qu'il y a eu une évolution entre le petit bébé que vous avez vu pour la première fois et puis le bébé ou l'enfant avec qui vous avez passé des semaines ou des mois ou beaucoup de mois? Et qu'est-ce que ça a fait pour votre relation avec l'enfant? Comment est-ce que ça vous a permis de le découvrir? Didier, allez-y. Je vais bien commencer parce que je suis celui qui a pris le moins de congés. Moi, je pense que ce que j'entends en plus m'éclaire sur ce que j'ai envie de dire, notamment dans ce que disait Maxime d'une évidence partagée. Moi, je crois que le congé ne suffit pas en fait. Je pense que il n'y a pas de parentalité sans coparentalité. J'ai envie d'ajouter quel que soit le genre des parents. Et que c'est pas un chemin solitaire en fait, c'est pas un chemin en solo, et que moi j'avais très fortement investi ma fonction paternelle avant d'être papa et dans les premières périodes d'être papa, et 30 ans après, je m'aperçois que si je l'avais plus partagé avec la maman, j'aurais certainement été allons-y, meilleur papa. En tout cas, j'aurais été mieux dans ma position de papa vis-à-vis de mes enfants. Et 30 ans après, il y a des choses qui ont manqué à cette période-là qu'il faut que je tente de rattraper maintenant. Ou en tout cas, si ce n'est de rattraper, d'alimenter autrement de ce qu'il n'y avait pas. Donc, je pense qu'en fait, le congé paternité en soi n'est pas suffisant. La question, c'est qu'est-ce que le congé paternité permet de mettre en œuvre dans le partage de la parentalité? Oui. J'ai pas de réponse. Et quand vous dites qu'il y a des choses que vous rattrapez encore aujourd'hui, Didier, c'est quoi par exemple? Qu'est-ce qu'il a manqué? Je pense que notamment, c'est ce qui manque, c'est ce qui nous manque à nous. Je vais faire une généralité. Les hommes, c'est l'accès à l'émotion, l'accès au sensible, la capacité à en parler, la capacité à dire ses vulnérabilités.
Et si vous aviez en face de vous le Didier d'il y a 30 ans, il vous aurait même pas parlé de ça parce qu'il n'avait même pas conscience que peut-être c'était présent. Et c'est ça que j'essaye de rattraper maintenant. En tout cas, de ne plus retenir. Voilà, de faire en sorte que ça ne se retienne pas et que ça existe. Ouais. Et vous diriez que, le temps passé avec vos enfants vous a ouvert les yeux à ça, que la parentalité que se fait à deux et que c'est vraiment très, très important? Presque plus ce que je vis maintenant comme papa d'adulte. Et en plus, il se trouve que ma fille est maman, donc je pense que ça secoue aussi pas mal de voir un enfant dans les bras de sa fille, une petite fille dans les bras de sa fille. Et c'est tout autant ça que ce qui s'est pas vécu ou ce qui s'est vécu à l'époque. Moi, j'ai fait un choix, je me suis pas battu sur les questions de garde. J'ai mis en place un système de façon à avoir une part et une présence et un temps. Mais je m'aperçois 30 ans après qu'il faut être prudent parce que ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas. Dominique, est-ce que vous pensez que le congé paternel, de paternité, est quelque chose qui est indispensable dans votre expérience? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on a pu faire avant? Donc, comment est-ce que le rôle des pères a évolué et qu'est-ce que ça veut dire sur notre masculinité même? Allez-y. J'ai une formation scientifique, j'étais ingénieur, mais même dans mon travail d'ingénieur, je voyais à quel point les questions relationnelles étaient dominantes. Mais après, quand j'ai été seul avec mes filles pendant plus de 2 ans, l'investissement relationnel est tel que je me suis aperçu de choses qui étaient peut-être latentes, mais c'était tellement fort. Donc, en gros, je me suis rendu compte que j'étais très important pour mes enfants, que j'étais vital, que j'étais essentiel. Et ça, je ne l'avais jamais ressenti pour personne. Et donc, c'était extrêmement valorisant, extrêmement important pour moi. Oui. Et voilà, donc le côté relationnel. Et après, j'ai décidé de changer de carrière, c'est-à-dire de ne plus mettre les aspects de travail technique en avant et vraiment de foncer dans le relationnel. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation de formateur, une formation dans les ressources humaines. Et je suis resté en entreprise, mais j'étais vraiment gestion des ressources humaines. Mmh. Dominique, ce qui est vraiment presque révolutionnaire dans ce que vous dites, c'est que vous avez dit, j'ai réalisé que j'étais extrêmement important pour mes enfants. Voilà. Et j'imagine à chaque stade de leur développement. Donc ça, c'est très intéressant parce que je pense que pour les générations précédentes, dans l'histoire de nos pays, de nos cultures, ce n'est pas quelque chose que les papas diraient très facilement avant d'un certain âge de leur enfant. Mais souvent, ils disaient un enfant, ça devient intéressant à 6 ans, pas avant, pour les papas. Donc ça, c'est un tout petit peu la tradition. Mais là, vous avez pu rompre avec cette tradition. J'ai ressenti un lien vital avec mes enfants. C'est difficile à expliquer. Peut-être je peux rebondir dessus, pardon. Oui, absolument. Dominique, c'est vrai que en fait ce que vous dites, Dominique, ça reflète, ça fait l'écho un peu lointain et ça va le ramener à vous sous votre nez là maintenant. Ce que vous dites, c'est que c'est vrai quand on est, moi mon expérience, c'est quand ma fille est née, mon fils est né, on est très éloigné de la situation d'une certaine. On est là, on assiste à l'accouchement, etc. Et en même temps, le bébé, il est attaché à sa mère est attachée au bébé. Après, la relation entre la mère et le bébé, c'est quelque chose de fort. Et puis ça, c'est aussi quelque chose, bon, c'est unique à chaque couple, maman, enfant. Mais moi, je suis un peu sensible avec ces questions-là et il faut trouver sa place. Et dans les premiers temps, on ne trouve pas forcément sa place. Et c'est pas parce que la mère, même si elle est très intégrante et très là, je blâme pas du tout ma femme là pour le coup, mais je veux dire, même une femme très présente et qui veut pas du tout exclure son mari, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'exclusivité. Et ce lien vital, moi, il m'a fallu beaucoup de temps, ça fait 3 ans maintenant et demi que ma fille est là, pour le saisir. J'avais l'impression que je n'étais pas important. Je me disais, si je suis pas là, ça change quoi?
C'est très Voilà, intéressant, Maxime, mais j'aimerais bien voir l'avis des autres aussi, parce qu'il est vrai que biologiquement, la maman a un avantage sur nous, c'est-à-dire qu'elle vit depuis 9 mois avec une grossesse, avec les hormones, elle arrive à s'habituer petit à petit, c'est quand même son corps qui change, c'est son corps qui va donner naissance, et nous, les papas, on est un peu là comme observateurs, on n'a a priori rien qui change dans nos corps, peut-être dans nos pensées, mais il n'y a pas le changement physique. Et soudainement, le bébé est là, et là, on est presque en rattrapage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce résumé? Oui, Didier. Désolé, mais non. Très bien. Juste pour parler d'une chose, la couvade, moi je suis sous couvade depuis 30 ans, c'est-à-dire que j'ai gagné en volume corporel, et que c'est un vrai effet physique. Alors moi, il se trouve que j'ai dans mon réseau quelqu'un qui s'appelle Robert Laporal et qui a écrit un livre qui s'appelle la couvade ou le père bousculé. Et pour l'avoir lu, je pense que ça pourrait même s'appeler la couvade ou l'homme bousculé, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des tas de choses qui se passent dans notre corps, des tas de choses qui se mettent en mouvement et qui nous transforment et dont on fait ou pas quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, sans vouloir être trop long, mais moi, je me suis aperçu que la question, enfin, tout à l'heure, je parlais de solitude et en fait, en écoutant Dominique, je m'apercevais que finalement, non, j'étais pas si seul que ça. J'étais seul sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être père de ces deux enfants-là, à côté d'autres hommes qui étaient pères d'enfants du même âge, qui étaient des amis, mais dont on parlait assez peu finalement de cette paternité. Mais j'étais pas seul sur la question d'aller en balade, de faire à manger tous ensemble, voilà. Et que je pense que nous avons une part à prendre dans la parentalité, comme tout adulte qui a à côtoyer qui ont à côtoyer nos enfants. Je pense que, alors on est au front parce que on est là, parce que c'est une part de nous-mêmes, qu'on le veuille ou pas. Mon fils a regardé une fois une photo d'un enfant petit, il a demandé mais j'étais où, et c'était une photo de moi enfant. Donc c'était assez chouette comme instant. Donc je pense que vraiment la question c'est quelle part on prend de ce qui nous appartient sans prendre trop et sans prendre trop peu, voilà, et sans que ça devienne un conflit permanent, au pire d'ego, quoi. Oui. Peut-être Maxime, comment est-ce que en Suède, c'est une évidence qu'être papa fait partie de l'expérience d'un homme, hein, d'une vraie réussite, ou est-ce que vous connaissez des gens qui peut-être ne trouvent pas ça? C'est-à-dire que là, vous quatre panélistes, vous avez pris des congés, donc est-ce qu'il y a aussi une nébuleuse de gens qui ne le prend pas parce qu'elle ne voit pas l'intérêt? Est-ce que vous en connaissez ou est-ce que c'est devenu maintenant complètement normal, Maxime? C'est une bonne question. Je crois, là je ne l'ai pas en tête, mais je crois avoir entendu quelqu'un qui une fois ne voulait pas prendre les congés parce que ça ne l'intéresse pas. Ah bah si, d'ailleurs c'est... Non mais parce que après c'est aussi, si c'est pas des Suédois, par exemple si c'est des Français ou si c'est des collègues qui ont un contrat d'expat ou enfin des choses comme ça, là on est tout de suite sur quelque chose de différent, donc c'est plutôt de cet ordre-là. Par contre, donc je pense que c'est très intégré, mais ce que je peux percevoir parfois, et d'étonnant d'ailleurs, de même très étonnant, c'est des couples qui ont des enfants et qui se séparent. Et ça, par contre, j'en ai même très récemment autour de moi des amis qui se séparent après des enfants qui ont 2 ans et des gens qui ont été ensemble longtemps. Et alors, apparemment, l'argument, c'est ça, ça contraint trop fortement ma vie. Bon, alors, c'est peut-être d'autres raisons, je ne les connais pas, c'est difficile de connaître les gens, mais il y a aussi ce type de réaction. Donc, voilà. Oui. Justement, je me souviens, j'ai une rencontre peut-être en 2004 ou 2005 avec le ministre des Affaires familiales du gouvernement suédois. On était assis l'un à côté de l'autre et je lui ai posé
2 questions. Je dis comment ça se fait que la Suède a un taux de divorce si élevé par rapport à d'autres pays. Et il m'a répondu simplement parce qu'en Suède, les femmes gagnent suffisamment bien leur vie, il y a suffisamment de égalité entre hommes et femmes pour qu'elles puissent partir quand elles en ont marre. Et donc là, il n'y a pas l'argument économique qui le retient. Je dis très bien. Et expliquez-moi la logique derrière le congé paternité. Donc, celui qui est perdu pour la famille si le papa ne le prend pas. Et il m'a dit, puisqu'on a un taux de divorce extrêmement élevé, quand les papas se sont occupés de leur enfant très tôt, ils vont toujours s'en occuper, même après la séparation. Or, il y a beaucoup d'enfants qui ne voient relativement vite après une séparation plus leurs enfants, parce que justement, et en leur donnant de congés paternité, au moins on pérennise la relation père-enfant et qui va perdurer même après une séparation. Est-ce que ça vous parle comme argument, comme avait donné le ministre? Balthazar. Oui, parce que moi, je pense que la durée, en fait, comme ça fonctionne ici en Suède, le fait que ça soit possible que d'être longtemps avec son enfant, seul avec l'enfant, vraiment où il n'y a pas la mère, ça cimente et ça installe à la fois une égalité dans la relation. C'est-à-dire que ça amène vraiment ça produit ça, parce que c'est long. Donc concrètement, en fait, ça amène ça, parce qu'on est beaucoup à la maison, donc on comprend très fondamentalement qu'est-ce que c'est d'être complètement pris par la chose de la maison. Et donc, ça devient une collaboration avec sa partenaire de comment faire fonctionner ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi que ça construit vraiment une relation avec l'enfant qui devient de confiance et on construit une façon d'être avec cet enfant qui va être vraiment différent de celui de la mère. Ensuite, après, il y a ces deux relations, la mère et l'enfant, et le père et l'enfant, qui continuent en parallèle et qui s'accrochent, etc. Mais je pense que c'est une question de temps, en fait. C'est vraiment une question... c'est tellement un engagement, en fait, que ça... Très concrètement, ça produit ça, quoi. Et donc, par rapport à cette question de divorce, etc., c'est sûr qu'ensuite, ça produit, ça a cette conséquence, c'est-à-dire d'être aussi longtemps face à l'enfant, avec l'enfant, produit ça, quoi. Donc, rien que pour ça, c'est une bonne politique, vous pensez? Oui, mais par exemple, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi parce que, par exemple, la crèche, enfin la maternelle ou l'école pour les tout petits, ici, commence à partir de 1 an. Donc en fait, le fait qu'il y ait un congé paternité ou un congé parental aussi long fait partie aussi de ce système-là, que les enfants ne vont pas à l'école aussitôt qu'en France. Ma sœur a eu un enfant un peu après mon premier enfant, et son enfant a été à la crèche à partir de 4 mois. Donc c'est très différent. Et ici, les gens, d'entendre 4 mois, mais l'enfant, il ne peut pas marcher. Enfin, bon, il y a toutes ces histoires qui viennent que c'est bizarre de mettre un enfant à partir de 4 mois, il est trop petit, etc. Ça vous fait rire depuis la Suède, en fait, ce qui se passe en France? Oui, mais en même temps, moi, comme j'entends des histoires des deux côtés, en fait, je comprends, mais évidemment que c'est rigolo, cette tension. Ouais. Mais ce que... on en était où? Sur la partie justement, juste sur la partie politique, là, je n'avais pas poussé la réflexion aussi loin pour que le ministre se disait, on a mis en place le congé obligé parce que comme ça force un peu la relation et ça permet, etc. Moi, j'avais pensé que, comme on l'a fait en France pour la loi qui va sortir l'année prochaine, là, on va mettre une période, alors en France c'est 1 semaine, mais ici on a mis 3 mois en Suède, pour que les pères prennent ce congé, parce qu'il fallait bien que d'une certaine manière, quand ça arrive, cette loi, les pères le fassent. Il fallait bien qu'il y ait une mise en place. Et donc, je pensais que c'était ça la réflexion. Voilà pourquoi le temps qui est accordé, il est... Après, sur le côté de la séparation, un effet pervers, c'est que quand les parents se séparent avec un enfant en bas âge, on a la volonté d'avoir une garde partagée, donc par exemple 1 semaine sur 2. L'enfant va dans une crèche, donc en fait, on se retrouve divorcé dans les voisins.
Et alors, refaire sa vie dans ce cadre-là, ou alors si on s'est séparé pour une raison qui n'est pas forcément très franche, parce qu'on n'a pas dit qu'on a trouvé quelqu'un d'autre, je ne sais pas, je ne juge pas les gens là, mais c'est quand même un peu difficile parce qu'on ne peut pas refaire sa vie comme on veut. Surtout pour celui qui se fait laisser. Et donc là, je vois une limite. Donc, bref. Maxime, ça m'emmène à une question que moi je trouve très intéressante. Qui est en fait en Suède, selon vous, qui est au centre de ce dispositif? On le fait pourquoi? Est-ce qu'on le fait pour les parents ou pour les papas spécifiquement? Ou est-ce que l'être au milieu, au centre de tout ça, c'est pas l'enfant? Donc, si vous, après une séparation, vous devez rester dans la même rue que votre ex et tout ça, le législateur, ce n'est pas son problème principal. Le problème principal, c'est que l'enfant va bien. Est-ce que ça, c'est juste, vous trouvez? Si le principe qui guide la politique publique, c'est l'enfant, et c'est possiblement ça, j'ai pas lu le texte, mais j'imagine que c'est ça parce que l'enfant est quand même très central. Et d'ailleurs, il est central, c'est clairement central dans la société suédoise. Pour faire de la pub, Ikea, c'est pas pour rien que c'est suédois, parce que quand on va chez Ikea, tout est fait pour accueillir les enfants en premier. Et donc, ils ont tout compris. Et d'ailleurs, quand on va en France, c'est frappant. Cet été encore, j'y étais. Quand on va dans un restaurant avec ses enfants, les gens nous regardent, et même les serveurs et même les patrons nous regardent comme si on était un peu des extraterrestres. Genre, qu'est-ce que vous foutez là avec vos enfants? Alors, ça, c'est une différence. Donc, la politique publique, si elle est mise en place pour les enfants, et ce qui est probablement le cas. D'ailleurs, quand on en lit le rapport qui a été fait, là, présidé par Boris Cyrulnik, qui a été le rapport sur lequel il s'appuie pour faire cette loi, on voit que ça date depuis 1978 quand même, les études qui montrent que un enfant, pour être épanoui et pour avoir une relation la plus grande chance possible d'être équilibré, il faut qu'il ait 2 parents, peu importe le sexe. Mais il faut qu'il soit, et puis qu'en plus de ça, il ait un cercle un petit peu plus élargi autour de ses parents avec des interactions, etc. Ici, en Suède, ils ont vraiment réussi. Parce que bon, on est peut-être 12 mois avec les enfants et on dira oui, la crèche, c'est un peu loin quand même, il ne va pas avoir d'autres personnes. Bon, il y a quand même les crèches ouvertes, il y a d'autres alternatives. Donc, je pense que, en effet, après, la question, c'est, et je pense que les Suédois se posent des questions d'ailleurs aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça donne comme adulte? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas moins de dépression, qu'il n'y a pas moins de divorce, qu'il n'y a pas moins d'égoïsme qu'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est même des problèmes de santé publique qui vont être amenés à être traités. Donc voilà, la question c'est est-ce que, enfin voilà, quelle est l'efficacité d'une telle politique? Est-ce que ça change fondamentalement la nature humaine? Je ne sais pas. Oui, oui. Bon, ça, peut-être, il va peut-être encore falloir attendre un tout petit peu, mais les Suédois sont clairement convaincus. Donc, vous avez, Maxime, un peu avoué que vous trouviez ça dur d'être toute la journée avec un enfant et que vous n'aviez pas eu le temps de faire grand-chose par ailleurs. J'aimerais entendre les autres. Est-ce que prendre ce congé, est-ce que passer du temps 24 heures sur 24 par moment avec vos enfants et de la maison, est-ce que c'était plus dur que prévu pour vous? À dire quelques mots. Oui. C'est difficile de dire si c'était plus dur que ce que j'avais prévu, mais en tout cas, c'est un engagement extraordinaire. Sur la variété des tâches et des compétences et des responsabilités, peut-être c'est ce que j'ai vécu de plus hard dans ma vie. En 2 ans et demi, enfin même plus tard, j'ai jamais été en retard à l'école. Donc voilà, il faut assumer ça. Ah oui, c'est pas mal. Moi, je ne peux pas dire autant. Voilà. Donc, bravo. Bon, je cousais, je réparais les vêtements, je cousais à la machine quasiment tous les jours pour les 4 enfants. Voilà. Enfin, donc, c'était une tâche énorme. Moi, dès que je mettais, alors la troisième, je l'ai gardée. Elle n'a pas eu de solution de garde jusqu'à 3 ans. Je l'ai gardée pendant 3 ans. Quand je la couchais à la sieste, je me couchais tout de suite. Pas un instant sans ça, mais voilà, on était fatigué quand même. Ouais, ça, c'est D'accord. évident. Balthazar, est-ce que vous avez trouvé ça dur par moment, ou plus que prévu? Ouais, je crois que j'ai avec ma fille, c'est-à-dire que j'avais pris ça un peu de façon un peu trop absolue ou totale. Et c'est vrai que je me disais, OK, je plonge dans cette expérience de 8 mois d'être avec elle, etc. Et ça me plaisait énormément, etc. Mais c'est vrai que s'occuper d'un enfant est à la fois très dynamique, mais en même temps, il y a beaucoup de routines qui s'installent.
ça convient pas mal à ma personnalité, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y avait un problème de variation, quoi. C'est-à-dire, c'était à la fois très bien parce que, par exemple, je faisais des longues marches quand elle dormait dans la poussette. Ouais, Donc, ouais. je crois que j'ai perdu 12 kilos à cette époque-là, Ah oui, c'est pas mal. juste J'ai des en marchant comme ça. Mais il y avait aussi, au bout d'un moment, une forme d'ennui, quoi, et puis ouais, d'être trop obsédé, d'être devenu trop obsédé par les choses de la maison. Et donc, oui, c'est vrai que les 2 derniers mois, il y avait une forme de souffrance comme ça c'est trop et j'ai besoin de travailler, de produire, d'être avec d'autres gens et d'être dans des interactions intellectuelles plus grandes, etc. Et donc, le deuxième congé paternité que je vais avoir, je pense que je vais aussi essayer de travailler un jour par semaine ou quelque chose pour garder un pied dans la simulation intellectuelle, en fait. Et de Ouais. pouvoir avoir un temps pour moi où je peux oui, produire des choses, travailler, être en relation avec d'autres formes de responsabilité, en fait. Mhm. Mais il y a quelque chose quand même de... Donc, ouais, il y a une forme d'ennui aussi. À la fin, un enfant qui a 9 à 1 an a besoin aussi d'être avec d'autres enfants. On a des limites en tant qu'adulte. Je pense qu'on peut pas... ouais, on peut pas être complètement à cette échelle. C'est impossible. Donc, et je pense qu'en tant Didier, qu'homme, ça nous challenge aussi, forcément, sur euh, moi particulièrement sur une forme un besoin de contrôle, euh, ma propre relation à l'autorité. Je pense que le fait d'être français et en Suède aussi participe à ça, c'est-à-dire que ça me ça m'a fait, enfin, je me suis rendu compte de, de ma façon d'être en essayant de comprendre quel papa je voulais être. Donc ça fait apparaître énormément de choses. Ça nous amène à à des points qui nous font changer, qui nous font ouais. découvrir des choses sur nous-mêmes et qui nous font changer. Et vous avez envie de partager un ou deux de ces points que vous avez découverts sur vous-même, qu'il fallait peut-être revoir ou dont vous avez vraiment pris conscience pendant Eh cette période? ben, très simplement, par exemple, en fait, de faire ce congé paternité. Donc j'étais avant plasticien et ensuite en fait en fait j'ai commencé une formation professionnelle à la suite de ce congé paternité pour devenir développeur de web, chose que je faisais déjà de façon sur une petite échelle, mais pour pouvoir travailler dans ça. Et en fait, ça m'a de faire ce congé paternité, ça m'a fait comprendre, ça m'a donné le temps de réfléchir sur quelle vie je voulais mener pour ces 10 ans, 10 prochaines années avec des enfants. Et donc, de véritablement m'engager dans le fait d'avoir une famille et aussi d'accepter que je voulais avoir une forme de confort pécunier euh, Oui, et de pas avoir besoin parce que d'être artiste, je trouve que c'est beaucoup d'être sur soi oui. et de prendre des risques pour soi, etc. Mais c'est vrai que c'est très difficile à combiner avec une famille. Euh, et je pense qu'on on sacrifie beaucoup de sa famille si on est complètement artiste. Donc, il y avait quelque chose de... Donc là-dessus, par exemple, ça m'a fait énormément changer. Euh, C'est-à-dire de... Didier, est-ce que dans le monde féminin autour de vous, vous aviez quelle réponse à votre décision? Est-ce que c'était la compréhension? Est-ce que c'était du soutien ou même peut-être par moment l'incompréhension? Comment est-ce que les femmes dans votre vie ont accueilli votre décision de prendre ces congés? Ouais, il faudrait que je passe quelques coups de fil pour savoir ce qu'elles en pensaient. Ah, quelle impression avez-vous gardé de l'époque? Ouais, moi, l'impression que je garde, non, j'ai plutôt le sentiment d'avoir là été entendu, ouais, été entendu. Je pense, bon, ouais, non, franchement, je pense. Après, c'était une forme particulière par rapport à Maxime, Balthazar et Dominique, mais
Non, moi, j'ai vraiment pas le sentiment d'adversité de ces choix-là, pas du tout même, pas du tout, pas du tout. Maxime, est-ce qu'autour de vous, il y a la compréhension totale de la part des femmes, du soutien? Est-ce que c'est même attendu? Est-ce que c'est même un combat féministe d'avoir des papas un peu plus auprès de leurs enfants? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai jamais été aussi séduisant qu'avec une poussette, je C'est crois. fou, hein? Paradoxalement, hein, on montre qu'on est quelqu'un qui peut être responsable, donc forcément, ça a un côté attirant, je sais pas, non, je plaisante. Oui, non, mais je pense que Euh, c'est beaucoup de femmes trouvent c'est ça pas très quelque chose sexy. dans notre structure de pensée masculine, là, pour le coup, je pense que c'est pas vraiment comme ça. Mais si on voyait quelqu'un avec une poussette, on se dira, bon, bah, on va pas aller trop insister, mais disons que à mon avis, c'est effectivement quelque chose de très féministe. Que d'être c'est très féministe, mais en même temps le mot féministe, je trouve qu'il est presque réducteur parce que c'est bon pour soi de le faire. Et je pense que les femmes, comme on disait au début, la relation, c'est pas. Enfin, on est en plus, enfin, on en a conscience. On a été dans une société très mécanique, mais on est dans une société très numérique. Et on nous dit la compétence quand l'intelligence artificielle ou quand il n'y a plus de lien parce qu'il y a le Covid, eh ben, c'est la relation. Et donc, finalement, tous les artifices s'effondrent et c'est vraiment ça qui reste. Et je pense que une société où on n'a pas été habitué à voir nos pères, par exemple, où il faut être travailleur, où il faut être sérieux, etc. Finalement, ça nous montre pas le bon exemple. Alors que quand on est là, eh ben, on crée du lien, on est présent, et nos enfants, peut-être qu'ils se diront moins, ah, il faut que je sois un super travailleur, super éduqué à 22 ans, mais peut-être qu'ils se diront, comme en Suède d'ailleurs, c'est vrai qu'ils se le disent un peu, ils sont un peu moins stressés à ce niveau-là, je pense, les jeunes Suédois, c'est qu'ils se laissent plus le temps de vivre. À la carrière? Au boulot, la carrière, enfin, disons même quand ils sont jeunes, ils ont moins de pression, ils prennent une année sabbatique. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du plus relax. Et c'est pas des gens qui ont des moins bons salaires. Au contraire, leur salaire, il est 30% plus élevé qu'en France en moyenne. Ils ont des super opportunités, ils parlent tous très bien anglais, ils sont tous très intégrés dans le monde, etc. Donc, enfin, je veux dire, et en plus de ça, je pense que voilà, c'est féministe dans le sens où on prend sa place de père, on le découvre, on se découvre avec, et en plus de ça, la relation, c'est là qu'elle se construit, et forcément, les femmes le voient d'une manière positive, forcément, puisque c'est des êtres sensibles comme nous, et d'une certaine manière, elles nous aident à nous délivrer de nos carcans. Ouais, Voilà. ouais. Je pense que ça amène le fait de pouvoir se voir, d'avoir plusieurs dimensions, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement son travail ou pas seulement on peut être père et en même temps travailler et en même temps être un bon partenaire, etc. En fait, ça projette et ça multiplie ouais, les capacités, quoi. Ouais. Mais, Et là où c'est, je pense que là où c'est un geste féministe, ou en tout cas égalitaire, c'est que ce n'est pas que un privilège, comme vous avez, je pense que plus ou moins avoué, c'est pas juste 24 heures de plaisir être avec un enfant, c'est aussi une tâche, ça peut être dur, ça peut être fatigant, et quelque part, c'est donc à partager entre les deux parents. Donc c'est là où ça trouve peut-être son sens féministe. mais, Ouais. mais- pardon, Pardon. je peux dire quelque chose, Maxime? Vas-y. Je pense que si, quand je pense au système suédois et comment c'est fait, je pense qu'en France, il y a une autre façon de voir l'égalité et aussi les relations entre les sexes et les genres. Et que, en fait, c'est pas qu'on peut juste copier le modèle suédois ou il faut pas non plus l'idéaliser parce qu'il y a aussi comme on sent, des choses qui vont pas et des choses enfin, donc je pense que la France aurait intérêt en fait et les Français auraient intérêt à inventer enfin, il y a quelque chose à inventer là. Il y a pas, c'est pas qu'il faut juste copier un système. Il faut essayer de s'inspirer, et de comprendre comment en France les choses pourraient changer. Et je pense que c'est un changement de système. C'est ça qui est compliqué parce que c'est pas seulement d'avoir des jours de congés parentaux en plus. C'est aussi de changer parce que c'est toute une vision de la collectivité, de l'individualisme, etc., qui change. Donc c'est compliqué, mais passionnant. Sans trop rentrer dans la théorie ou presque la philosophie des deux sociétés, vous pensez que ça coince où, Balthazar, ou le plus? Pourquoi est-ce que le modèle suédois
pourrait pas s'imposer tel quel en France, même si au début, on a toujours l'impression que la Suède est en avance. Est-ce que ça, c'est le bon constat, ou est-ce que la Suède est simplement différent et pas vraiment en avance sur le thème d'aujourd'hui? J'ai des difficultés à répondre. J'ai pas de... Moi, j'ai une réponse. Maxime. Non, apparemment non, en termes de fécondité, le taux de fécondité français est plus élevé que la Suède. Ils sont plus ou moins, je crois que c'est 1,9 en Suède et 2,1 en France. C'était ça dernièrement. Est-ce que Et en France fait, est l'Irlande en Europe le plus voilà. Donc finalement, la France n'est pas du tout mal lotie en termes de fécondité. Donc ça veut dire que forcément, il y a une politique familiale qui est mise en place et qui a un effet réel. En fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les mécanismes d'indemnisation, tous les mécanismes mis en place et les complexités administratives font que ça ne serait pas possible du jour au lendemain de basculer d'un système suédois à un système, le système français. Après, c'est sûr que il y a en fait, disons que si on est, enfin, et c'est le problème, c'est qu'on est contraint par la réalité des canaux, des structures administratives, etc. Et ce que je crois, c'est que la Suède, fondamentalement, pour le meilleur et pour le pire, a quand même réussi à simplifier ce que nous, en France, on appelle le millefeuille administratif pour en faire quelque chose d'assez direct et facile. Donc voilà, ça, je pense que si on y arrivait un peu en France à simplifier les mécanismes, est-ce que ça la serait France n'a peut-être. pas réglé le millefeuille législatif parce qu'elle n'en est pas franchement capable, ou est-ce parce que la motivation manque de le rendre vraiment aussi facile qu'en Suède? Je dirais Joker. Très bien. Parce que la motivation politique manque. Parce qu'il y a une histoire, on est, enfin, moi, en simple citoyen, je pense qu'il y a un mélange histoire républicaine, histoire bureaucratique et quelques millénaires de patriarcat. Donc, je pense que les trois, c'est en France, trois éléments qui, en s'ajoutant, continuent à donner quelque chose d'assez statique. Et on voit bien, enfin, on passe à 28 jours avec 7 jours obligatoires. On est au-delà de la timidité que j'avais quand j'étais petit. Hein. Oui, tout à fait. Mais vous avez l'espoir que ça pourrait avancer plus vite désormais en France aussi? Bonne question. Didier? Oui, bah, moi j'ai beaucoup d'espoir dans des temps comme celui qu'on est en train de passer. C'est-à-dire que écouter des Français vivant en Suède en moins d'une heure, nous faisant comprendre que la Suède n'est pas un idéal mais un réel, ça donne de l'espoir. Ça veut dire que, et là je suis assez d'accord avec ce qui était dit précédemment, il faut que nous on trouve ici un mode opératoire qui soit en accord avec notre histoire, notre fonctionnement réglementaire, bureaucratique, politique. On ne va pas créer la Suède en France, sinon ce serait déjà fait, je pense. J'imagine. Les trois autres, vous avez de l'espoir? Ou vous pensez que même, est-ce que la France est capable d'imposer quelque chose comme en Suède à terme, ou est-ce que c'est même pas souhaitable vu sa culture? Donc là, je vous demande un tout petit peu vos intuitions ou votre sagesse sur est-ce que c'est vraiment deux systèmes trop différents pour faire pareil? À l'évidence, il pourrait y avoir plus de volonté politique en France. Oui. Passer de 14 à 28 jours, bon, c'est pas grand-chose, quoi. Ça vous fait rire, oui. Voilà. Donc là, on est tellement loin qu'il pourrait y avoir des politiques plus incitatives, c'est évident. Ouais. Bon. Jusqu'où, comment ouais. Je pense que dans les gens que je connais en France, de mon âge, de ma génération, j'ai 35 ans, et la génération qui vient ensuite, je pense que les gens veulent ça. Donc, je pense que les gens pourraient être prêts. Après, bon, j'appartiens à un certain groupe social, mais je pense que les gens pourraient être prêts à suivre et à accepter. Mais c'est vraiment une question comme tout le monde a dit, de volonté politique et de changement. C'est pas seulement
un petit coup par-ci, un petit coup par-ça, par-là, ça ne peut pas être une politique des petits pas. Il faut être ce qui est compliqué, c'est qu'il faut être à la fois pragmatique et pouvoir culturellement pratiquement changer les choses, Ouais. dont on a parlé, la façon dont le système est connecté à chaque citoyen, juste pratiquement, quoi, techniquement, mais aussi culturellement, comment on fait. Et il y a tout le système d'éducation qui suit, quoi. Enfin, donc c'est compliqué, donc ça demande 2 mandats, ou je sais pas, je pense que ça prend du temps. Et ici, en Suède, moi, quand j'ai parlé de ça à mon beau-père, donc il est architecte, et c'était donc dans les années, la moitié des années 80 qu'il a été, donc un peu avant Didier et Dominique, il était déjà papa ledig, donc en congé paternité. C'était pas aussi long que moi et Maxime, mais c'était déjà là. Donc ça a pris 20 ans pour qu'on en arrive là où on est. Et nous, on est encore, Maxime et moi, on a aussi une vision d'immigrés. C'est-à-dire que on est avec des femmes suédoises, donc on a une vision aussi qui doit se voir à travers ce filtre. C'est-à-dire qu'on n'est pas pareil que des hommes suédois qui ont notre âge. On ne voit pas la chose de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'il faut vraiment qu'énormément de facteurs viennent ensemble pour que ça soit possible. Il faut que le gouvernement joue le jeu, il faut que les écoles jouent le jeu, il faut que les employeurs jouent le jeu, il faut que les mamans jouent le jeu. Donc, il y a tout un tas de choses qu'il faut rassembler. Maxime, vous avez l'espoir que Oui, beaucoup. ça sera plus vite désormais? Oui. Bah après, déjà, le gouvernement a fait un pas, ce qui est quand même remarquable. Et d'ailleurs, ça nous réunit autour de cette table ronde. Et je trouve que, enfin, faut pas négliger. À l'inverse, c'est un petit pas, mais c'est quand même un grand pas. C'est comme ça que les choses changent. C'est comme ça que les hommes vont réaliser que c'est pas si facile d'être à la maison, mais peut-être qu'ils le voudront. Que les femmes, à l'inverse, ou les mamans, se diront, bah, moi, j'ai cru naïvement que toute femme et toute mère c'était sa vocation et qu'elle allait être forcément très heureuse. Mais pas du tout. Ma femme, elle n'est pas plus heureuse d'être mère que moi d'être père. Enfin, je ne veux pas dire qu'elle n'aime pas ses enfants, mais c'est genre, elle est fatiguée. Quand elle passe une journée avec les deux, un mercredi sur deux, puisque je travaille à 50%, elle aussi, bah, à la fin du mercredi, je vois sa tête, elle est fatiguée et elle en a marre. Ça aurait été plus facile d'être au Vous avez boulet. la même, Maxime, la même Et tête. oui, mais moi j'ai la même. Donc, je vois bien que c'est. Et donc là, la société s'équilibre. Donc, à mon avis, comme disait Balthazar, je pense qu'avec un peu de temps, ça va s'équilibrer et les femmes sont aussi prêtes en France à le vouloir. Ce qui a peut-être d'un peu différent, c'est aussi au niveau de l'entreprise. C'est que, en fait, ici, c'est vrai que c'est comme un tout. Je parlais tout à l'heure dans la société, tout est fait pour la famille et c'est vrai. Et aussi dans les entreprises, il y a une certaine flexibilité qu'un Français, quand il vient ici, il se dit, mais ils bossent pas, les mecs, avec sa mentalité de Français, qui est un peu rétrograde et patriarcale et tout ce qu'on veut. Quand on est ici depuis un certain temps, on se dit, mais en fait, moi, est-ce que je voudrais retourner en France pour vivre comme un Français, ne rentrer chez moi qu'à 23 heures, ne pas voir ma famille et être voué à faire mon travail alors que je pourrais travailler de chez moi, etc. Enfin, on se rend compte aujourd'hui, d'ailleurs, en France, avec le Covid, etc. Et ici, c'est déjà un peu le cas. Donc, en effet, pour certains aspects, la Suède est en avance. Après, la France, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Et je pense que la France, c'est quand même Moi, je suis très content. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être éduqué en France, d'avoir mon expérience. Il y a plein de choses fantastiques. Et aujourd'hui, je peux le voir avec mon regard et c'est génial. Enfin, donc, je m'inquiète pas trop. Je m'inquiète pas trop. Et j'espère que cette conversation permettra peut-être voilà, de pondérer le rêve, l'idéal suédois avec la réalité, etc. Ce qui est, voilà. Bon, je pense que sur ça, on peut terminer. L'heure est passée. Je vous remercie 1000 fois tous les 4. C'était extrêmement intéressant pour moi et je pense pour ceux qui nous suivent aussi. C'est un début de discussion. On va avoir d'autres avec l'ambassade de Suède en France, je pense, autour de la masculinité et les différents challenges que le monde pose pour les hommes et les hommes pour le monde. Donc, j'espère que vous revoir bientôt et un grand merci pour aujourd'hui.